Car Repair, situé à Beltsville au Maryland, offre un travail de qualité sur vos voitures, ceci grâce au savoir-faire de ses mécaniciens sur les voitures américaines comme étrangères. Pour vous assurer un bon entretien de votre véhicule, une seule adresse, 11 401 Somerset Avenue, Beltsville, Maryland, 20705, numéro de téléphone 240 547 0799. Bonsoir à tous les spectateurs de 5 sur 5 Médias, Nicolas Panda à votre service. Je vous retrouve sur ce plateau pour parler immobilier. Je suis agent immobilier à Avery S. Realtors à Rockville, dans la région métropolitaine de Washington. Et je suis là sur ce plateau pour répondre à toutes les questions que vous avez concernant l'immobilier. Alors pour récapituler jusque-là, lors de notre première émission, nous avons comparé la location à l'achat. Nous avons parlé des avantages de la location, des inconvénients de la location, les avantages du fait d'être propriétaire. Et il y avait quelques désavantages, mais bon, je ne les considère vraiment pas comme des avantages. Lors de notre seconde émission, là, j'ai plutôt répondu à les questions. Et les questions, la première, j'ai plutôt clarifié le concept du rent to own, c'est-à-dire la location avec option achat. Nous avons répondu à la question où nous aimerions savoir quel genre de stabilité financière dont quelqu'un aurait besoin pour la préparation de l'achat de sa maison. Il y a une question qui m'a été posée sur les avantages et les inconvénients d'acheter soit une maison neuve ou une maison usagée. Il y a une question qui m'a été posée sur les éléments qui donnent de la valeur à une maison. Une question m'a été posée concernant le temps, c'est-à-dire après combien de temps l'on peut refinancer, on peut refinancer sa propriété. Et la dernière question posée était le meilleur moment. Quel était le meilleur moment justement pour pouvoir acheter une maison? Alors, ceci étant dit, aujourd'hui, nous allons parler de comment se préparer pour devenir propriétaire. C'est pas qu'on tourne autour du pot, mais vous voyez, ce sont des sujets, il y a des questions, il y a des réponses, et puis après on revient et on suit le cours de l'émission. Donc, j'ai résumé 10 points pour cela. Le premier, avant de devenir propriétaire, vous devez justement savoir quels sont vos revenus et combien vous gagnez justement pour devenir propriétaire. Je me souviens qu'à l'émission précédente, j'ai mentionné que pour pouvoir acheter une maison, pour connaître votre pouvoir d'achat en ce qui concerne votre première maison, il se caractérise justement par le... Attendez, comment est-ce que je vais formuler cela? C'est-à-dire que si vous gagnez... Donc, au fond, vos revenus constituent le tiers de ce qu'une banque financerait si vous voulez acheter une maison. Donc, si vous gagnez 100 $ par mois, si vous gagnez 100 $ par an, excusez-moi, hein, c'est pas par mois. Si vous gagnez 100 $ par an, votre pouvoir d'achat est de 300 $. Mais je ne dis pas que ça vous qualifie pour les 300 $, parce que vous voyez, il y a des facteurs qui viennent dedans. Il y a la façon dont vous gérez votre budget financier mensuel, quelles sont vos économies, qu'est-ce que vous avez comme réserve, quel est votre crédit, il y a tous ces facteurs qui viennent avec. Choisissez, c'est-à-dire que choisissez 3 quartiers, parce que si vous vous limitez à un quartier, vous pouvez ne pas être en mesure d'acheter votre maison dans le quartier justement désiré et vous vous retrouvez sans plan B. Il faut toujours un plan B et un plan C. Donc choisissez 3 locations. Une à Washington, disons, la seconde, disons, à Silver Spring, la troisième en Virginie. Mais enfin, vous choisissez les quartiers qui vous intéressent
et vous faites un peu une évaluation justement des lieux et savoir quel quartier vous intéresserait dans la mesure où vous passerez probablement plusieurs années dans le quartier en question. Le point numéro 3. Développez une petite liste de ce que vous aimeriez avoir dans votre maison. C'est-à-dire que bon, vous voulez quoi? Vous voulez un condo, un appartement? Est-ce que vous voulez un townhouse? Est-ce que vous voulez un single home family, c'est-à-dire une maison simple? Les Amerlocs, vous savez exactement de quoi je parle. Est-ce que vous voulez une maison située dans une grande ferme? Il y a des gens qui aimeraient avoir des maisons le long de l'eau. Enfin, j'ai jamais compris ce truc-là, mais enfin, écoutez, ça c'est une opinion personnelle. Et il y a plusieurs facteurs qui jouent dessus. Le point numéro 4. Le point numéro 4, commencez déjà vos économies. J'ai parlé d'un budget mensuel, j'ai parlé de vos revenus, j'ai parlé de l'endroit où vous voudrez justement, éventuellement, vous voudrez habiter. Préparez-vous justement à économiser et avoir assez d'argent. Donc, de toute façon, vous aurez, au moment où vous décidez, je suppose que vous avez déjà passé toutes ces étapes-là, et que vous avez au moins 20%, considérant que votre salaire est le tiers de ce que la banque vous avancerait si votre crédit est bon. Hein, parce que vous voyez, il y a un si, hein, ne prenez pas littéralement tout ce que je vous dis. Si votre crédit est bon, si vous gagnez $100, la banque vous finance les $300. Si votre crédit est mauvais, vous gagnez vos $100 et peut-être que la banque va vous financer que 200, peut-être 180, 160. Vous voyez, ça dépend. C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler sur tout ça. Vous préparez la caution, donc le down payment, vous préparez les closing costs. Et les closing costs, si vous vous souvenez très bien lors de la toute première émission, quand on comparait la location à l'achat, je vous l'ai dit, ça peut aller de 5, 7, 10% de la valeur de la maison. Donc, de côté, ayez au moins 25% de la valeur de la maison de côté. Mais si vous pouvez avoir plus que ce pourcentage-là de côté, ce serait mieux. Parce que comme je vous l'ai aussi dit la semaine passée, plus vous avez d'argent comme down payment, mieux seront vos paiements, mieux seront vos taux d'intérêt, mieux, c'est-à-dire que vous deviendrez propriétaire un peu plus vite. Parce que bon, si vous mettez 50% d'armes sur une maison qui coûte, vous payez déjà la moitié de ce que vaut la maison, vous réalisez que bon, si vous prenez un amortissement de 10 ans ou de 15 ans, les paiements seront vite faits et vous savez que le temps court, maintenant il file. 10 ans, c'est après-demain, quoi. Donc d'ici là, vous serez déjà propriétaire. Aussi, le crédit. Parce que dans tout ça, que vous ayez un revenu, que vous saviez où vous voulez vivre, que vous développiez la liste de ce que vous aimeriez avoir dans votre maison, que vous ayez 50% de down payment, donc de caution pour l'achat de votre maison, tout ceci ne servirait vraiment pas à grande chose si votre crédit est foutu. Et croyez-moi, s'il est foutu, vous n'allez pas apprécier tout ceci. Et les gens, vous qui habitez ici aux États-Unis, et je crois que c'est aussi valable pour les gens qui sont en Europe, quand le crédit n'est pas bon, vous êtes limité financièrement dans beaucoup de choses, que ce soit dans l'achat de voiture, vous ne pouvez pas peut-être, si vous avez besoin d'un prêt bancaire, votre crédit est mauvais, vous ne l'obtiendrez pas. Vous voulez acheter une voiture, vous ne pourrez pas. Vous voulez agrandir votre maison et prendre un prêt. Vous pouvez même pas prendre un prêt si vous étiez propriétaire avant et que votre crédit est mauvais. Vous ne pouvez même pas prendre un prêt sur la maison, sur l'équité que vous avez si votre crédit est mauvais. Donc il est vraiment bon, il est impératif. Donc je ne dis même pas bon, il est impératif que votre crédit soit acceptable. Une fois que le crédit, bon, de toute façon, une fois, ça c'est à côté du poteau, on n'arrange pas en un seul jour. Votre crédit, une fois que vous avez payé vos dettes, excusez-moi, parce que là je suis en train de bégayer, là je me demande pourquoi d'ailleurs. Vous avez un budget organisé, vous avez vos dettes qui sont payées, vous êtes débarrassé de tout ce qu'il y a de mauvais sur votre credit report, parce que vous voyez, une fois par an,
vous avez l'opportunité, pour savoir ce qu'il y a sur votre crédit d'ailleurs, pour ceux qui sont aux États-Unis, je ne sais pas quelle est la situation en Europe, mais aux États-Unis, vous avez le droit, une fois par an, d'obtenir votre crédit annuel et il vous dit justement s'il est bon ou s'il est mauvais. Et en général, vous avez non seulement tout est bien détaillé, et vous avez les noms des compagnies ou bien des entités à qui vous devez de l'argent et le numéro de téléphone. Donc, en cas où il y a quelque chose de flou, de pas clair sur le crédit, ben, vous pouvez toujours les appeler et arranger ça. Mais il est impératif qu'au moment où vous décidez de faire un achat comme un achat immobilier, de bien examiner votre crédit et de corriger tout ce qu'il y a comme imperfection et de balayer tout ce qu'il y a de nuisible. Parce que c'est ça, ou bien vous êtes sur un très mauvais départ, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des taux d'intérêt qui seront extravagants. Au lieu d'apprécier la maison que vous comptez acheter, la maison va devenir un cauchemar. Et vous allez vous retrouver avec des finances qui seront excessivement serrées parce que vous n'aurez pas d'espace financier dans vos budgets et tout. Et croyez-moi, il suffit qu'il y ait un petit pépin, un problème du côté du travail, chômage ou quelque chose dans le genre ou un accident. Vous n'aurez même pas le temps d'apprécier votre maison parce que vous allez vous retrouver avec une maison que vous n'êtes plus en mesure de payer. Et le résultat, les conséquences en général, bon, on les connaît. Vous allez vous retrouver, la banque, bien sûr, parce que comme je l'ai dit, vous êtes propriétaire, mais vous n'êtes pas propriétaire. Vous êtes propriétaire, mais la maison appartient à la banque. La banque se fera un tel plaisir de reprendre la maison. Et vous allez vous retrouver... bon, c'est pas pour être méchant vis-à-vis des locataires, je suis locataire moi-même, mais vous allez probablement revenir au même stade. Et si le crédit est mauvais, même après avoir perdu votre maison, devenir locataire, ce sera un problème parce que pour devenir locataire, il revient encore sur le crédit. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Il est impératif, franchement, là, vraiment, je mets l'accent dessus, de protéger votre crédit comme si c'était votre passeport, votre green card, je n'en sais rien. C'est la chose la plus importante dont vous devez tenir compte quand vous devez envisager un achat comme celui-là. Alors, passant par tous ces points-là, allez voir un officier financier, comme on les appelle, loan officers. Allez en voir un et il va prédéterminer justement votre pouvoir. Il va prédéterminer justement votre pouvoir d'achat. C'est-à-dire que logiquement, normalement, la banque vous finance 3 fois votre salaire annuel. Mais avec les dettes, ce que vous avez comme dépenses, votre budget, votre façon de vivre et tout, il revient maintenant à l'officier bancaire de déterminer justement, basé sur vos revenus, ce que vous devez et ce que vous avez de côté, et votre crédit, votre qualification d'achat pour la maison. C'est-à-dire que bon, on vous dit, bon, monsieur X, madame telle, vos revenus sont de 100 000 $ par an, mais bon, en tenant compte justement de votre crédit, c'est-à-dire voir comment vous payez, et encore quand on parle du crédit, on tient compte de vos revenus, on tient compte des dettes que vous avez, on tient compte de la fréquence à laquelle vous payez vos dettes, et on tient compte de la façon dont vous payez justement ces dettes. Vous voyez, vous pouvez avoir un crédit d'un magasin ou bien d'une carte Visa, par exemple. Vous octroyez un crédit de 1 000 $ et le minimum qu'on vous demande de payer par mois, disons, est de 15 $. Mais bon, vous avez une carte que vous payez régulièrement. Vous payez le minimum. Quand vous avez déjà chargé 800 $ sur la carte, vous payez, votre fréquence de paiement est bonne, mais ce que vous devez est énorme et ce que vous payez est minime. Ça non plus, ça n'aide pas. Ça non plus, ça n'aide pas en matière de crédit et tout. Donc, il est bon que ce que vous pouvez, donc lorsque je vous ai dit la semaine passée de purger vos dettes, purgez-les. Vous pouvez les éliminer complètement, éliminez-les complètement.
ou bien si ça ne va pas, payez au moins 90%, 80% de ce que vous devez comme dette et gardez un petit minimum, just in case, parce que bon, on est dans une société où si vous n'avez pas de crédit, vous n'avez pas de dette, vous n'avez rien du tout non plus, vous n'obtenez rien du tout non plus. Une fois que vous avez votre lettre d'approbation et l'officier justement financier va vous déterminer le genre de prêt pour lequel vous êtes qualifié. Il va peut-être vous dire, bon écoutez, tenant compte de vos circonstances financières, vous pouvez être qualifié pour un loan conventionnel, donc pour un prêt conventionnel qui en général demande 20% de down payment, de caution, et le reste vous l'amortissez sur 20-30 ans. Ou bien soit, on vous dit, bon écoutez, si vous avez un problème à mettre une caution, par exemple de 20% comme caution, et que vous avez un revenu qui, bien sûr c'est pour les gens qui sont un peu serrés, disons légèrement serrés, parce que quand on est serré, il ne faut même pas envisager. Il y a le FHA, et il y a d'autres plans qu'en général, si vous trouvez votre conseiller financier, il vous suggérera justement des options, des différentes options qui vous permettront justement de vous qualifier pour un prêt bancaire pour votre achat de maison. Alors, ce que je voulais dire, et je l'ai dit, si je me souviens très bien, lors de la toute première émission, quand vous devez, bien sûr, on vous donne la lettre, on vous dit, bon, monsieur X, madame telle, félicitations et tout, basé sur vos revenus, vos informations financières et tout, vous êtes qualifié pour, disons, 250 000 $. Et le loan, donc le prêt pour lequel vous êtes qualifié, est un loan conventionnel ou un FHA ou un... ça dépend. De toute façon, l'officier, le conseiller financier va vous justement... Sur la lettre, en général, c'est mentionné. Et en général, il vous détermine quel sera votre taux d'intérêt si eux vous donnent le prêt. Et pour ne pas répéter la même chose souvent, mais je suis obligée de le répéter, le taux d'intérêt dépend de votre crédit. Si vous avez votre crédit, ça ne dépend pas seulement de la fréquence à laquelle vous payez, parce que vous pouvez payer tous les mois vos factures, votre minimum et tout, mais si vos dettes sont élevées, si elles dépassent le ratio, vous vous souvenez le ratio dont je vous ai donné, j'ai dit que bon, quelqu'un sur 100 $, vous avez 28 à 30% pour le loyer, vous avez 36% qui est légalement autorisé pour les dettes et les dépenses de tous les jours, et les 24 à 26% qui restent, là c'est pour soit l'épargne ou bien soit des réserves personnelles. S'il s'avère que votre ratio de dette dépasse les 36%, si vous avez 45-50% de dette et tout, pas bon, parce que vous allez vous retrouver justement dans une situation où vous serez coincé entre le mortgage, entre les dettes que vous allez essayer d'épurer, mais que vous ne pourrez pas épurer justement, vous ne pourrez pas les purger. Pourquoi? Parce que vous allez passer votre temps à payer le minimum pour être sûr que vous êtes dans les normes et tout. Et de là à vous étouffer dans les mois à venir, ce n'est qu'un pas. Ce n'est qu'un pas. Donc je reviens dessus et je reviens dessus, parce que ça c'est au fond c'est la raison numéro 1 pour laquelle justement les gens ont des problèmes avec leur mortgage. C'est-à-dire un petit problème. Dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ou bien quelque chose qui ne va pas, ils sont coincés. Vous ratez un paiement, vous ne pouvez pas rattraper le paiement raté parce que d'abord vous n'avez pas de réserve, parce que vous vivez pratiquement, je ne dirais pas le jour au jour, mais de moins en moins. Et une fois que vous ratez, essayez de rappeler, appelez la banque, il y a des pénalités. Et vous voyez, vous savez, quand vous ratez votre paiement à temps, les pénalités arrivent. Bon, vous avez des factures que vous ne pouvez pas non plus honorer. Et de ce côté-là, là aussi, les pénalités viennent. Et ça prend presque en rien de temps, vous vous retrouvez étouffé avec tout ce poids financier. Et de là à aller au foreclosure, en général, ça ne va pas très bien. Parce qu'en général, quand quelque chose arrive de mal, je ne sais pas, vous l'avez remarqué, hein, quand une chose va mal, c'est comme un engrenage. Tout tourne de travers. Donc, ceci dit, ça c'était le point numéro 8. On passe au point numéro 9.
calculez. Parce qu'une fois que vous avez la lettre d'approbation et on vous dit, bon, vous aurez 250 $ de financement. Il y a encore un point, je vais vous dire. Quand on vous donne 250 000 $ de financement, ça ne veut pas dire que vous devez absolument aller chercher une maison qui vous coûte 250 000 $, qu'ils vont financer. Vous trouvez quelque chose de bon et d'abordable, allez-y. Parce que le but ici, c'est non seulement d'obtenir quelque chose, une maison qui est bien, qui répond justement à vos besoins et qui est abordable. Et en plus de ça, qui va vous aider de... C'est-à-dire que vous allez jouir de votre maison au lieu de vous retrouver englouti dans toutes les dépenses qui vont venir après. Parce qu'avec la maison, vous avez, et ça vous ne l'avez pas quand vous êtes locataire, souvenez-vous de la première émission, vous avez les taxes de propriété qui vont venir. Vous avez l'assurance sur l'amortissement que vous allez prendre, que vous devez payer. Il y a, pour ceux qui habitent dans des communautés, il y a ce qu'on appelle les associations, les Home Owner Associations. Excusez-moi, je ne parviens vraiment pas à traduire le truc. Vous savez, j'ai appris le système en anglais, donc quelquefois pour traduire en français, ça pose problème. Il y a la maintenance de la maison. Parce que j'ai mentionné aussi, quand vous avez une maison et tout, il faut toujours l'entretenir. Vous l'entretenez, vous avez un deck. Les decks ici, en général, sont en bois. Et ça, on a beaucoup remarqué, les gens ne prennent pas soin de ce genre de choses et tout. Une fois par an, il y a le système de termites, parce que bon, les maisons sont, les matières avec lesquelles les maisons sont construites, vous avez besoin de cela. Vous avez besoin de refaire la peinture de temps en temps. Vous avez la toiture, quelquefois, bon, on a les intempéries sont très variées ici. N'importe quoi peut arriver, les inondations, n'importe quoi peut arriver. Gardez votre maison en bon état. Et ça fait partie d'un budget supplémentaire que vous devez avoir pour pouvoir adresser ce genre de problème. Si vous êtes locataire, bien sûr, vous ne l'avez pas, mais bon, vous ne voulez pas rester locataire. Donc, vous devez avoir un budget pour cela. Et vous devez être sûr comment vous prenez soin de votre... Disons, vous prenez vos responsabilités sérieusement. Voilà. Alors, une fois que tous ces 9 points-là ont été mis, c'est-à-dire que bon, vous vous êtes préparé, hein, vous êtes préparé crédit, location, caution, approbation du conseiller financier et tout ce que je vous ai étalé auparavant. Là maintenant, allez trouver un agent immobilier. L'agent immobilier sera là pour vous guider pour l'étape maintenant, l'étape qui va vous permettre justement d'avoir votre maison. Ce n'est pas l'agent immobilier qui va jouer le rôle du conseiller financier. Bon, bien sûr, pour devenir un financier, mais ce ne sera pas le loan officer. Et comme le processus est un peu complexe et long, bon, il est toujours mieux d'avoir un agent immobilier justement pour vous guider sur le processus. Alors, ceci étant dit, j'ai reçu une question tout à l'heure là, où quelqu'un justement demandé si on veut acheter sa maison, parce que là maintenant on est au point, maintenant on est au dernier point qui est le point où vous contactez un agent immobilier. Qu'est-ce que vous voulez faire? La question qui m'a été posée, la personne veut savoir si soit, qu'est-ce qui serait mieux? Acheter une maison par la voie normale, c'est-à-dire un standard house, c'est-à-dire vous y allez, vous faites le tour des maisons, vous voyez une maison, elle vous plaît, vous placez une offre. Ou bien soit vous allez acheter une maison qui est short sale. Et short sale, ça c'est un sujet sur lequel on va vraiment aller en profondeur. Ou bien soit vous voulez acheter une maison qui a été foreclosed, c'est-à-dire que la banque a ressaisi. Ou bien soit vous voulez acheter ce qu'on appelle les bank owned. Les bank owned, ce sont des maisons que les banques ont reprises, mais qu'elles ont réaménagées. Parce que vous voyez, les maisons en général, celles qui sont en foreclosure, ce sont des maisons que les gens ont dû se séparer
involontairement. Et comme ils ont dû se séparer de leur maison involontairement, bien sûr, il y a des gens qui le prennent bien, mais il y a des gens qui vandalisent ces propriétés avant de partir. Donc, ce qui fait que, bon, vous allez vous retrouver avec un foreclosure, une maison qui a été reprise au profit de la banque et qui est, si vous avez de la chance, en bon état, et si vous avez de la malchance, eh ben, la maison, elle risquerait de vous coûter beaucoup d'argent avant de la réfectionner convenablement. Donc, pour arriver à cette question-là, pour bien répondre à cette question-là, et bien sûr, il faudrait que j'aille dans le concept du short sale. Une maison standard, en ce qui me concerne, c'est une maison normale, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de tout, c'est la voie la plus normale avec laquelle vous allez acheter une maison, parce que quand vous prenez une maison normale, bien sûr, vous allez vous placer votre offre, vous avez le temps de discuter, de marchander. Donc, bien sûr, vos agents en général font les transactions. Une fois que les parties se sont mises d'accord et tout, le contrat, là maintenant vous êtes en situation de contrat parce que les deux parties ont signé. Et avec une maison standard, une maison normale, il vous faut absolument un inspecteur de maison, donc ce qu'on appelle un home inspector. Le home inspector est là et en général c'est toujours à la charge de l'acheteur. Il va examiner toutes les anomalies, surtout en matière de structure, infrastructure, donc appliances, vos cuisinières, frigidaires, la canalisation d'eau, l'air conditionné, le chauffage, l'électricité, au fond tout ce qui fait que la maison est ce qu'elle est. L'inspecteur justement va inspecter et va faire son rapport. Et tout ce qu'il y a en général à réparer, bien sûr, ça fait partie du processus. Bon, on fait un rapport sur lequel on énumère justement tout ce qui est défectif dans la maison. Et ça revient au propriétaire de regarder la liste et d'arranger justement ce qu'il y a à faire. Mais ça, c'est une option. Vous voyez, vous avez demandé l'option d'une maison normale, d'un foreclosure, d'un short sale ou bien d'un bank owned. L'option de l'inspection de maison, le home inspection, est la seule, vous l'avez uniquement quand vous achetez une maison standard. Et je vous recommande, si vous achetez une maison normale, de toujours prendre une inspection de maison. Le foreclosure, la banque, vous pouvez passer votre inspection, mais la banque ne va pas arranger la maison. Si la maison a été noyée par des flots de pluie, il y a eu de l'eau et tout, la banque vous vend la maison, quand c'est un foreclosure, elle vous vend la maison comme elle est. Donc, ce qui veut dire que si la toiture est sur le point de s'effondrer, c'est à vos risques et périls. La banque vous donne la maison. Bien sûr, les prix sont réduits parce que la banque essaye toujours de reprendre, elle essaye de récupérer l'argent qu'elle avait perdu avec les clients qu'elle avait auparavant. De toute façon, en général, elle ne perd pas beaucoup. Mais elle ne va pas arranger la maison. Si la maison, et vous pouvez avoir une grande maison et tout, elle peut avoir de sérieux problèmes. Elle peut avoir de la moisissure, ce qu'on appelle le mold. Et tout, la banque, quand c'est un foreclosure, la banque ne paiera pas cela. Mais si c'est une maison normale, et vous allez chez un vendeur normal, mais un monsieur qui vend sa maison, une dame qui vend sa maison, ils ont le devoir, non pas le devoir, ils ont l'obligation. Parce que c'est une condition, it's contingency, comme on le dit en anglais. Si ils refusent d'arranger ce qui a été découvert comme défection dans la maison, le contrat devient nul. Il faut toujours mettre cette condition-là quand vous avez un contrat. Vous avez un agent avec vous, vous y allez, vous dites, vous savez quoi, je veux une condition, un contingency, sur l'inspection de maison et aussi sur la valeur de la maison. Ça, c'est pour l'achat d'une maison normale. Vous achetez la maison,
bien sûr vous négociez parce qu'à ce moment-là, vous êtes encore en voie de négociation. Vous allez consulter un inspecteur d'évaluation, ce qu'on appelle un appraiser. Et là aussi, vous mettez la condition dessus. Et il va évaluer la maison avec ce qu'elle a. Si elle a une piscine, si elle a une cheminée, si elle a... Vous avez un projection room, vous avez tout ce qu'il y a dans la maison et tout. Le appraiser va évaluer cela et va donner la valeur de la maison. À supposer que la maison a été mise sur le marché pour, disons, 200 000 $, et qu'il va, après avoir évalué la maison et tout ce que la maison contient, s'il évalue à 180 000 $, et que si, au moment où le contrat avait été écrit, si le vendeur a accepté de se plier à la condition d'évaluation donc du appraisal, à ce moment-là, si la maison était à 200 000 $ et que la maison était évaluée à 180 000 $, on devrait vous donner la maison à 180 000 $. Mais bon, acheter une maison normale, c'est une bonne chose parce que au moins vous avez une protection, c'est-à-dire que vous pouvez être protégé au cas où la maison a des problèmes majeurs. Mais bon, il arrive aussi que bon, vous pouvez prendre des foreclosures, donc des maisons qui ont été reprises par la banque pour non-paiement par des propriétaires précédents, et de tomber sur une bonne affaire. Le seul problème, c'est que justement, la banque ne paye pas les réparations de la maison. Donc il faut tenir ça en considération. C'est-à-dire que soit, si vous avez une maison comme celle-là, vous tombez sur un foreclosure, passez une inspection de maison. La banque ne paye pas l'inspection, mais faites-la à titre personnel. L'inspecteur va établir ce qu'il y a de défectif. Allez trouver un contractor, un general contractor, qui va évaluer le prix de ce que ça coûtera pour arranger tout ce qu'il y a de défectif dans la maison. Je parle maintenant de foreclosure. S'il vous donne un devis et vous dit, bon, écoutez, pour tout ce qu'il y a de défectueux dans la maison, les prix de réparation seront à, disons, 80 000 $, et que la maison a été mise sur le marché comme un foreclosure, bon, si c'était un prix normal, disons que la maison serait 200 000 $, mais comme c'est un foreclosure, on vous la met à 130 000 $. Bon, voyez si ça fait, en faisant la somme des deux, voyez si ça vaut le coup, quoi. Mais si vous voulez prendre une maison comme celle-là, il faut toujours passer une inspection. Parce que tout peut arriver. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans cette maison avant, vous ne savez pas... Il y a beaucoup de facteurs. Il faut vraiment faire attention avec les foreclosures. Si vous avez un bon deal, good for you. Mais si ce n'est pas le cas, faites attention. Parce qu'il y a toujours des pièges quelque part. Alors, quant au short sale en général, bien sûr, on va aller un peu en détail sur ça, mais pas pour le moment. Les short sales, ce sont... vous avez une maison, vous avez eu des problèmes, et vous n'êtes plus en mesure de faire vos paiements mensuels et de payer vos amortissements convenablement. Bon, vous ne voulez pas abandonner la maison, ou la foreclose, donc vous ne voulez pas que la banque saisisse, vous pouvez recontacter la banque. Et ce qui va se passer, bien sûr, ça se fait avec le concours d'un agent. Ce qu'ils vont faire, ils vont renégocier tout ce que vous devez sur la maison, c'est-à-dire que si vous avez pris un prêt sur la maison, donc tout ce qui est lié à la maison, que vous avez pris en fonction du jugement de la maison, ils renégocient, donc they settle them, I'm sorry. Et à ce moment-là, bien sûr, un prix est fixé. Une fois que la maison est vendue, bien sûr, vous la perdez, vous ne gagnez rien dessus. Mais la banque revend la maison et la maison est mise sur le marché, elle est vendue. Vous vous en sortez avec vos dettes, donc vous ne devez plus rien parce que tout a été renégocié. Et la banque a récupéré sa maison. Sur votre crédit prendra un coup, mais ça veut dire que dans 2 ou 3 ans, vous serez en mesure de racheter une maison. Par contre, si vous laissez le foreclosure, si vous laissez la maison partir en foreclosure, non seulement vous perdrez la maison, mais tout ce qu'il y a comme dette qui est liée à la maison
vous les devez et ça va continuer à ronger votre crédit. Donc, vous en aurez au moins pour 7 ou 10 ans avant que vous soyez éligible pour pouvoir acheter une autre maison. Pour arriver au bank owned. Les bank owned, ce sont des maisons que les banques ont reprises, bien sûr, par foreclosure, mais qu'ils ont réaménagées, qu'ils ont arrangées eux-mêmes. Et une fois qu'ils les arrangent convenablement, ils les remettent sur le marché. En général, les prix sont bas. Vous pouvez tomber sur de très très bonnes occasions. Mais il y a encore ce facteur-là. Il faut passer l'inspection de la maison et la banque ne paye pas l'inspection. Donc là aussi, il est désirable, non pas désirable, il est recommandable qu'un homme inspecteur, un inspecteur de maison évalue les dégâts, donc ce qui est arrangé, et vous le comparez justement avec ce que coûterait le prix standard d'une maison normale sur le marché dans le même quartier. Donc, monsieur ou madame, vous qui avez posé la question de savoir si il serait préférable d'acheter une maison normale, un short sale, un foreclosure ou un bank owned, le plus raisonnable serait le standard home. En position numéro 2, je mettrai peut-être un short sale parce que le short sale, vous voyez, pendant le cas où vous négociez, la maison est habitée. Elle est habitée et il y a moins de risques de vandalisation quand la maison est occupée et que les arrangements sont faits à l'amiable. L'option numéro 3 seront les bank owned. Les bank owned parce qu'elle a déjà été réarrangée et tout, et même, la banque a peut-être arrangé ce qu'il y avait de obvious, donc ce qui était évident. Et quant au foreclosure, là, vous êtes abandonné à la rage des gens qui ont perdu leurs biens et qui n'ont aucune intention d'être tendres avec la banque. Donc, ceci étant dit, je suis ouverte à vos questions. Formulez vos questions, l'émission va passer sur le web. Suivez-la, formulez vos questions et je vais essayer d'y répondre. Parce que je sais que, là, le short sale, ce sera tout un sujet. Le foreclosure, exactement. Et les options qu'on peut justement, quand on est en problème, quelles sont les options qu'on peut utiliser pour soit garder sa propriété ou bien soit s'en débarrasser de façon civilisée, de façon à ne pas mettre son avenir financier in trouble. I think you get what I mean. Donc ceci va clôturer notre émission d'aujourd'hui et je vous retrouve la semaine prochaine pour notre émission du web Parlons Immobilier. Je vous remercie, au revoir.